Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau vlog sur mon arrivée à l'île de la Réunion. Dans mon précédent vlog, je partais de France pour l'île Maurice où j'allais en vacances avec ma famille faire les fêtes de fin d'année. Et là, je vous emmène avec moi dans ma toute nouvelle vie. J'ai atterri hier ici, à l'île de la Réunion, et je vais vous emmener dans mes aventures pour suivre un peu mon établissement ici en tant que nouvelle arrivante. Ça fait 3 ans que je ne suis pas venue à l'île de la Réunion, mes parents vivent ici, donc c'est cool, on a un pied-à-terre ici pour l'instant, mais tout le but va être de trouver un chez nous, etc. Et voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, j'ai trop hâte, je vous emmène avec moi. Je viens d'allumer la voiture, il fait extrêmement chaud, je suis en train de suffoquer. Là on part récupérer la moto parce qu'on a récupéré le container, on a dû faire des micmacs pour poser les affaires ici chez les uns, chez les autres. On va récupérer la moto et avant ça on va faire un tour à Saint-Pierre, manger quelque chose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui au programme rangement. Donc là ça fait 3 jours que je suis arrivée. Hier c'était plutôt une journée à la maison où j'ai travaillé un peu, ensuite je suis allée faire un peu de sport. D'ailleurs en ce moment je propose une série de réels sur Instagram où c'est une journée dans ma vie en tant que nouvelle arrivante sur une île, sur l'île de la Réunion. Et je partage un peu mon quotidien, ce que je fais, comment ça se passe, etc. Ça me fait très plaisir de pouvoir filmer un peu les moments de vie, un peu les moments du quotidien. Je suis en train de ranger parce que j'ai encore plein d'affaires qui sont un peu éparpillées parce qu'il y avait les affaires du container, il y avait plusieurs valises, les affaires dans la voiture, etc. Donc je range un peu et on va partir chez la famille. C'est chouette aussi parce qu'à l'île de la Réunion on a de la famille et aujourd'hui on est invité pour déjeuner et c'est vraiment cool de pas être seule. Donc je range un peu, ensuite on part. Ce matin j'ai travaillé un peu et c'est ça qui est chouette aussi, c'est le fait de pouvoir travailler en ligne et de travailler d'où je veux, quand je veux. Quand j'étais à l'île Maurice, je travaillais aussi. Parfois on a l'impression que je suis en vacances, oui, je vis ma meilleure vie, mais je travaille quand même, j'ai des moments où j'avance sur mes projets. Donc ce matin c'est ce que j'ai fait. Je m'organise un peu de façon fluide comme ça dans mes journées, mais je vais essayer quand même de plus structurer. Donc je vous montre ça et je vous emmène avec moi. Pendant que je fais mon tri, j'écoute une petite vidéo. En fait, c'est un atelier qui s'appelle Entrepreneur Nomade qui m'a été offert par ma coach parce qu'en ce moment, je me fais coacher. Je me fais coacher sur toute cette partie développement d'activité, notamment dans ce nouveau contexte, aussi pour m'aider à me structurer, à créer une palette d'offres et à être beaucoup plus intentionnelle aussi dans ce que je vais faire. Donc je suis moi-même coach, mais je me fais aussi coacher, je me fais aussi accompagner. Je trouve ça super important de ne pas être seule. Et là, avec ce contexte où je commence une nouvelle vie, je trouvais ça très pertinent d'avoir une personne qui est là et qui va m'aider à me structurer et à ouvrir le champ des possibles. Parce que là, je le vois, devant moi, j'ai tout un champ des possibles, je peux tout faire, il y a énormément de choses qui se présentent à moi, j'ai plein d'idées, etc. Mais par où je commence, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai choisi de me faire accompagner. Dans le cadre de cet accompagnement, j'ai aussi des petits bonus. Donc là, c'est un atelier et c'est vraiment cool. Voilà. En sortant de Saint-Denis, on a pris la route et là, on a décidé de faire une petite balade en se perdant un peu dans les rues. Et je trouve que c'est en se perdant qu'on découvre les meilleurs chemins. Et c'est le cas. Là, on a découvert des petits chemins, des petites ruelles avec vue sur mer et tout. C'est trop joli. Donc on vous montre ça. On est à Terre Sainte et c'est très mignon, c'est un petit village pêcheur tout mignon avec des petites maisons colorées et là j'ai une vue imprenable sur la mer.
Bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui, on part pour le marché de Saint-Pierre. Il me semble qu'il a déjà été élu plus beau marché de France. En tout cas, c'est un marché magnifique et je pense vraiment que c'est un des plus beaux marchés de France. Donc je vous montre ça, c'est parti. Après 10 jours ici, on part aujourd'hui à la plage. C'est parti! On est au bar à choix, on va trouver un truc à manger. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un endroit très spécial puisqu'on est au bord d'un naufrage, d'un bateau mauricien qui s'est échoué sur cette côte ici. C'est impressionnant parce que derrière moi, il y a toute une coulée de lave et de l'autre côté, il y a ce bateau échoué. Je vous montre ça, mais je trouve ça... Je suis subjuguée en fait par ce spectacle. Alors ici, on a des coulées de lave. C'est impressionnant. Et de l'autre côté, ce bateau échoué. Pour vous donner quelques éléments, ce bateau il s'est échoué en 2022 lorsqu'il y a eu le cyclone Batsirai. Donc c'est un bateau mauricien qui s'est retrouvé en détresse au large des côtes de Saint-Philippe. On est en 2025 et les autorités ont décidé de ne pas l'enlever pour des raisons financières. C'est-à-dire que ça coûterait entre 12 et 17 millions d'euros pour l'enlever. Donc finalement c'est peut-être mieux. Économiquement en tout cas, qui reste ici. Quand il s'est échoué, il y avait 11 équipiers qui ont pu être évacués sains et saufs. Et aussi pour des raisons environnementales, on se demandait comment ça allait se passer au moment où il s'est échoué parce qu'il avait du carburant et aussi par rapport à sa cargaison. Et finalement, ils ont opéré des opérations de pompage pour éviter tout risque de fuite et de pollution finalement des côtes. Mais quel temps magnifique! On est venu voir le sunset à Grand-Anse. C'est une super belle plage avec des magnifiques palmiers. Aussi, j'ai acheté des petites chaises pour pouvoir amener partout. Je les enlève plus de ma voiture et c'est vraiment trop bien. Je vous montre ça. Bonjour, je sais que vous êtes étonnés par ce petit trait d'eyeliner parce que je me maquille pas beaucoup ici et la raison pour laquelle je ne le fais pas c'est que j'ai vraiment chaud, donc souvent j'ai la flemme. Mais aujourd'hui je me suis dit tiens, pourquoi pas. Bref, très longue introduction pour vous dire que aujourd'hui on va visiter le musée de Villèle. J'ai pas tant d'infos dessus, je l'ai déjà fait, je m'en souviens plus trop, c'était il y a déjà quelques années et je pense que je ne mesurais pas encore l'importance historique. On y retourne aujourd'hui et je vous en dirai plus sur l'histoire de ce lieu et de cette famille aussi emblématique de l'île. On commence la visite avec des petites explications sur Edmond Albus, qui est celui qui a su comment féconder la vanille pour qu'elle devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai pas tout lu. En fait, je suis super pressée d'aller au musée. Donc là, c'est dans le chemin de l'entrée qui parle de la vie d'Edmond. Je pense que je lirai au retour et je vais d'abord aller au musée. Parce qu'aussi, il est un peu tard. Il est 15h et j'ai envie de pouvoir en profiter. C'est vraiment bien parce qu'en fait, il y a plusieurs histoires de personnages emblématiques de la Réunion. Comme là, par exemple, Sursi Madeleine, que je connaissais pas. Et sur le retour, l'affaire Abigui. Donc en marchant, voilà, on a plusieurs petites histoires à lire et c'est vraiment cool. Je vous montre, on est arrivé devant la maison de Villèle. Je vais être honnête avec vous, donc là on est devant la propriété, on a pris une visite guidée, donc la visite elle est à 15h30, il doit être 15h. Donc j'ai fait un petit tour dans la boutique. Il y avait un livre sur le testament de Madame de Bassin qui parle du fait qu'elle lègue ses esclaves, ses biens matériels et immatériels à ses enfants. Il y a la liste des esclaves qu'il y avait, etc. J'ai pas réussi à lire toute juste la page de couverture en fait. Je sais pas, ça m'a mis mal et je crois que le fait d'être là, je me sens pas très bien. Je sens que je suis un peu... je sais pas. Je sens que c'est lourd, que c'est remuant. En tout cas, ça me touche beaucoup, les histoires en lien avec l'esclavage.
Parce que oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais donc ici, c'était la propriété d'une des plus grandes esclavagistes de l'île. Et donc on raconte l'histoire. Je trouve ça super important. Et c'est super dur. Voilà. Je vous parle devant le portrait de Madame de Bassin. On vient de finir la visite. D'une part, c'était passionnant. Le guide était vraiment passionnant et passionné. Et je pense que c'est ça qui a rendu cette visite aussi intense. Enfin, vraiment, je buvais toutes ses paroles et il a tellement de connaissances. Et franchement, c'était vraiment super intéressant. Il nous a aussi expliqué que chaque visite était très différente en fonction des guides. Et il nous a expliqué beaucoup l'histoire, un peu de ce qui se disait à l'époque, les légendes, comment Madame des Bassins était perçue, l'histoire de la famille, l'histoire de la propriété, l'histoire de l'esclavage tout simplement, l'histoire du marronnage. Enfin, on a appris énormément d'informations. Si vous passez à La Réunion, je vous recommande vivement de faire le musée de Villèle et je trouve que c'est important aussi ce travail de mémoire. Et là, j'en ressors toute, comment dire, émue, enfin toute... Il y avait des moments pendant la visite où j'avais vraiment le cœur serré. C'était assez intense, d'ailleurs j'ai acheté un petit livre, La vie quotidienne des esclaves chez Madame de Bassin. Vraiment c'est une histoire super riche, super... J'ai pas les mots, vraiment en fait c'est une visite à faire et je pense qu'il faut le vivre et que c'est difficilement racontable et que les guides le font merveilleusement bien. Petite anecdote comme ça, là on est sur le parking, donc on a le village qui est en contrebas. Il nous expliquait par exemple qu'il y a la chapelle en haut, comme si c'était par ordre de comment dire, de prestige, enfin bref, au plus proche de Dieu. Voilà. Il y a la chapelle, ensuite il y avait la maison des maîtres, et en bas il y avait le village en contrebas. Et le guide nous expliquait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont les descendants de ces esclaves qui vivent toujours là, dans ce village, que finalement quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, ces personnes-là se sont demandé où aller et quoi faire, on a toujours vécu là et qu'en fait ça s'est perpétué et qu'encore aujourd'hui il y a des personnes de la 8e génération il me semble, qui sont les descendants de certains esclaves qui travaillaient ici et je trouve ça fou en fait de voir qu'à travers eux, ils continuent de faire vivre cette histoire. Cette année, c'est l'année du serpent de bois et ici à Saint-Denis et dans toute l'île d'ailleurs, ça fête le nouvel an comme il se doit. Je vous montre ça. C'est au milieu de cette montée, parce qu'on s'est garé peut-être un peu loin, que je vous retrouve parce qu'aujourd'hui on va à Grand Galet, cette cascade magnifique de l'île de la Réunion. Je vous montre tout simplement, je vais vous laisser décrire par vous-même. On est à la cascade Grand Galet à Langevin, comme je viens de vous le montrer, qui est l'une des plus belles cascades de la Réunion. Je ne sais pas si vous m'entendez, elle fait une trentaine de mètres de haut et elle vaut vraiment le détour. On a vu cette cascade super belle, là on redescend pour vous expliquer un peu. Sur le long de la rivière Langevin, il y a beaucoup de cascades et de petits bassins où les gens s'arrêtent et se baignent, comme là par exemple à Grand Galet, la grande cascade, il y avait des gens qui se baignaient en bas. Là, on va aller à une autre cascade où on peut aussi se baigner. Mais de façon générale, tout au long de la rivière, en fait, on peut se baigner un peu partout. En fait, chacun trouve son petit coin. Et parfois, c'est des toutes petites cascades où on peut s'asseoir dessus, comme des petits toboggans. C'est vraiment cool. À la différence, par exemple, de la mer, de façon générale, et les cascades, l'eau, elle est toujours fraîche. Donc, quand il fait très très chaud, les gens, ils viennent ici, ils peuvent se baigner. Et c'est sympa aussi parce que, autour, il y a des endroits où on peut se poser. Les Réunionnais font beaucoup de pique-niques le week-end, etc. Et donc, il y a beaucoup d'espaces où les personnes viennent et posent leurs chaises, font des pique-niques, mettent de la musique, ramènent à manger et c'est l'occasion de se réunir en famille. Update, l'eau est littéralement glacée mais ça fait du bien. Je vais être honnête avec vous, j'ai du mal à rentrer dans l'eau. Vous savez la sensation quand ça vous brûle les pieds et que ça brûle tout le corps. Donc il faut s'y habituer. Apparemment je suis la seule frileuse parce que tout le monde y rentre plutôt naturellement.
Aussi, j'ai mis le masque, il n'y a rien. Il y a des galets et tout, et le fait qu'il y ait une grande étendue comme ça avec rien, ça m'a fait peur. Une fin de journée, je ne sais pas. On verra où le vent nous mène, il se peut qu'on s'arrête à d'autres espaces. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Je recommande. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Calbanon de la Cafrine, qui étaient les habitations initialement prévues pour les esclaves. Ensuite, ce sont les engagés qui sont venus vivre ici. Et donc, c'est vraiment des habitations traditionnelles, typiques, où à travers ces habitations, on ressent l'histoire et l'énergie des personnes qui y ont vécu. Aujourd'hui, ça s'est transformé plus en musée qui est gratuit, qui est accessible avec un guide qui est vraiment passionné, qui est là depuis des années et qui s'est battu aussi pour conserver ce patrimoine. Et je pense qu'il l'a parfaitement bien fait parce que moi j'ai vraiment ressenti cette passion qu'il a et cet engagement. Donc là, on est en train de visiter les Calbanons. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et essayer de vous raconter un peu l'histoire de cet endroit qui, pour moi, est vraiment très symbolique et très représentatif de l'histoire. Initialement, c'était les esclaves qui vivaient ici. Puis, quand l'abolition de l'esclavage a été émise, c'était plutôt les engagés. D'abord les Indiens, puis les Malgaches, enfin les Rodrigués. Et chacun avait des rôles plutôt différents. C'est-à-dire qu'au temps de l'esclavage, les esclaves étaient surtout là pour le terrain, etc. Les Indiens, eux, étaient lettrés, donc s'occupaient plus des parties plans, administration des pièces, etc. Les Malgaches s'occupaient principalement de la culture de la terre, et enfin, les Rodrigués sont venus. Alors à travers l'histoire qui nous est racontée ici, ces expositions avec toutes ces explications, etc. Donc ça tourne beaucoup autour des familles qui ont vécu à Grand-Bois, qui ont construit Grand-Bois, autour de l'usine sucrière qui finalement était le centre économique et le centre des activités de façon générale. Et on nous explique chronologiquement l'histoire de l'usine et le fait que ça s'est arrêté, que cette usine qui pourtant fonctionnait très bien a été transmise à des Français, des métropolitains, qui ont fini par arrêter. Et je pense que c'était plus pour des raisons économiques. Alors non pas que ça fonctionnait pas, mais parce que je pense que ça rapportait plus d'argent d'arrêter de vendre que de continuer, et ce, au dépit de toutes les personnes qui y travaillaient. Aujourd'hui, la façon dont les Calbanons ont été réhabilités, donc il y a un Calbanon témoin qui malheureusement est fermé aujourd'hui parce qu'il est en cours de réaménagement. Cet espace est dédié aux associations. Donc voilà, chaque petite cabane qu'on peut voir derrière nous, il y a une association. Je crois que c'est une fois par mois où finalement on peut tous se rendre ici, et c'est sur toute une journée où il y a des ateliers pour apprendre à tresser, à faire des plats typiques, etc. Ensuite, il y a un repas tous ensemble. L'après-midi, voilà, peut-être qu'il y a des danses, de maloya. Ils refont vivre, toujours en restant dans le côté très local, très traditionnel, très typique. Et je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment rendre accessible la culture, le patrimoine, et ça, c'est génial. Alors, si on rentre dans un Calbanon comme ici, on se rend à peu près compte de l'espace qu'il y avait. C'était pas énorme. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, à l'époque, un espace comme ça, c'était pour une famille. Il faut se rendre compte que parfois, ils étaient 10 à vivre dans cet espace. Donc, c'était surtout dédié pour dormir. Et bien sûr, on peut se demander, ok, mais où est-ce qu'ils faisaient à manger? Où est-ce qu'ils allaient aux toilettes? Donc, c'est ce qu'on a demandé au guide. Et je vais essayer de vous montrer, que vous visualisez, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Les toilettes étaient principalement à l'arrière, donc c'était des toilettes sèches pour faire à manger. C'était donc des constructions de fortune. C'était devant comme ici. Il y avait une petite tôle au-dessus pour protéger, et sinon voilà, un foyer, et c'est comme ça que ça fonctionnait. Bonjour, je suis aujourd'hui à l'Anse des Cascades qui est à l'est de l'île. Je vous montre un peu comment c'est magnifique. Je vous laisse juste profiter de ce spectacle.
Alors, on est ici à l'Anse des Cascades. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a de magnifiques cascades. Il y en a sur tout le long, comme ça, c'est super beau. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que derrière, il y a la mer et il y a l'eau aussi qui coule et qui va se jeter dans la mer. Donc, c'est vraiment un lieu très très beau. Et en plus de l'eau, de cette nature vivifiante, il y a aussi beaucoup de verre parce que derrière nous, il y a des fils à eau, il y a des cocotiers et finalement, c'est aussi une aire de pique-nique où les gens y viennent en famille, ils peuvent se poser, on entend de la musique, ils peuvent aussi se baigner, aller sous les cascades. Donc c'est vraiment un lieu très très chouette. Donc là, on est dans l'est de l'île de la Réunion. J'ai fait mes petites recherches et j'ai aussi vu que l'Anse des Cascades, ou du moins cette partie, était un port à l'époque. Un port où partaient les navires, où partaient les pêcheurs, justement, qui voulaient s'abriter. Et je crois que c'était un endroit plutôt pas mal pour partir ou pour accoster. Et aussi, en lien avec l'histoire, toujours, il y a des traces qui montreraient qu'éventuellement, les esclaves qui étaient en fuite pouvaient s'être réfugiés ici, parce que c'est un endroit où il y a une nature très dense. Il y a à la fois de l'eau douce, il y a de l'eau salée, et donc ça aurait pu être un endroit stratégique pour se cacher pour ceux qui étaient en fuite. Je trouve que c'est un lieu qui dégage beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, et c'est vraiment très chouette de s'y balader, d'observer la nature et de se rendre compte à quel point aussi on est tout petit par rapport à tout cet environnement. Bonjour, nous sommes sur le parking du musée Stella Matutina à Saint-Leu. J'ai jamais fait ce musée, je sais même pas exactement sur quoi il porte. Il me semble que c'était l'industrie sucrière, je suis pas sûre. Et justement, c'est l'occasion là de découvrir. Let's go! Pour vous expliquer brièvement la fabrication du sucre qui a été mise au point aux Caraïbes. Première étape, dans les moulins. Là, on va rentrer la canne pour extraire le sucre. Ensuite, ça passe par ce canal-ci qui va acheminer le sucre dans la sucrerie. Une fois dans la sucrerie, il va y avoir des batteries comme cela qui vont évaporer et concentrer le vésou. De là, il y a les tables à cristalliser le sucre pour, je pense, laisser sécher. Ensuite, on va purger et égoutter le sucre à travers des récipients comme ça, coniques. Et enfin, on a des pains de sucre. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'était ça, le résultat final. Voilà un exemple d'un vaisseau de la Compagnie des Indes. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur la Compagnie des Indes, qui était la compagnie de commerce française, qui était là pour développer et pérenniser ses rapports marchands avec l'océan Indien. Et donc c'est à travers la Compagnie des Indes que s'est développé tout le commerce de café, de sucre, mais aussi à contribuer à l'esclavage. Donc j'ai pas tant de détails dessus, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'aller creuser. Petite info comme ça, depuis l'Orient aux Indes, donc dans l'océan Indien, il faut 3 mois pour atteindre le Cap, donc en Afrique du Sud. 4 mois pour atteindre les Mascareignes, Maurice, Réunion, etc. 6 pour Pondichéry, 8 pour le Canton. Et il faut savoir que 6 à 20% des effectifs mouraient suite à des maladies ou par accident. Donc c'était quand même long et dangereux. On est ici dans une autre partie du musée, c'est-à-dire qu'on a pris un ascenseur et on est arrivé dans ce grand espace-là. Et je pense qu'en bas, c'était beaucoup plus sur l'histoire de l'industrie, avec notamment la Compagnie des Indes. Ici, plus sur la canne à sucre et vraiment le sucre qui est fabriqué, puisqu'on est ici dans une ancienne usine. Je viens d'apprendre que l'île de la Réunion, c'est le premier producteur européen de canne qui représente 70% de ses exportations.
c'est énorme. Je ne savais pas que c'était le leader. C'est intéressant parce qu'on comprend qu'en plus d'un lieu de travail, l'usine c'était aussi un lieu de vie où déjà les employés habitaient pas loin. Il leur était attribué des maisons en fonction de leur poste. Il y avait aussi des moments en fait de convivialité comme ça parce que derrière moi il y a des instruments et parfois les samedis il y avait des balles etc. dans la cour. Et ouais, c'était vraiment un lieu de vie. Ici, on a une exposition avec des explications concernant l'esclavage et l'engagisme. Si vous ne savez pas la différence, l'engagisme, c'était des travailleurs qui venaient d'Inde, d'Afrique, de Madagascar. Certains vont dire que c'est une continuation de l'esclavage, d'autres une forme déguisée. En fait, finalement, souvent, on se réfère un peu aux deux parce qu'il y a beaucoup de similarités. Les différences, néanmoins, c'est que les esclaves n'étaient pas libres, n'étaient pas considérés, ils n'avaient pas de forme de statut juridique. Là où l'engagisme avait un contrat, ils étaient rémunérés et ils étaient libres. C'est-à-dire que ils étaient libres de pratiquer leur religion, etc. Ils avaient plus de mobilité, mais c'est quand même très similaire dans la façon où souvent ils vont être traités, mais aussi dans les circuits, dans le recrutement, dans le même circuit, même bateau. Ils vivent dans les mêmes camps, dans les mêmes lieux, ils sont traités de la même façon. Et aussi les engagés sont soumis au même rythme et accident. Donc c'est une continuité. C'est vraiment trop intéressant cette partie du musée. Donc là on n'est plus sur le sucre, etc. mais vraiment sur les hommes, parce que ce musée s'appelle Du sucre et des hommes. Et là on nous parle de la vie à La Réunion. Là-bas c'était beaucoup plus sur tout ce qui est la mémoire, l'esclavage, l'engagisme. Là sur l'héritage, donc comment se soigner, les croyances sur l'île, la cuisine, la danse. Et il y a tellement de mélanges multiculturels qui se sont faits de par l'histoire justement, que c'est super riche, c'est super mixte, c'est super intéressant. Je m'arrête ici pour cette visite, c'était super intéressant et vraiment moi j'adore me cultiver et mieux comprendre l'histoire, les pratiques. Et là, de base, c'est un musée sur l'industrie sucrière et de comprendre aussi l'impact que ça a, tout l'impact par rapport aux esclaves, aux engagés et ce que ça a donné aujourd'hui, le multiculturel présent ici et c'est passionnant. Bonjour, aujourd'hui on est à l'atelier culinaire Le Goût Créole et on va cuisiner et manger local sur feu de bois. On va aussi avoir une dégustation de rhum arrangé et tout ça accompagné de Sophie qui va vraiment nous accompagner et nous apprendre vraiment autant sur la culture, la cuisine et les saveurs réunionnaises. On commence avec un gâteau patate. Donc là on a épluché les patates, on les écrase et on verra la suite de la recette. Alors la Réunion, donc c'est un métissage, donc un brassage de cultures du monde entier, donc asiatique, en Inde, Portugal, européen, africain. Malgache. Voilà, donc ça représente tout simplement les 4 coins du monde. Ah ouais. Et là-dedans on va mettre toutes les épices. Un mélange d'épices, tout simplement dans notre pilon. Voilà. Ah, trop beau. Alors j'ai appris que le pilon ici, ça servait aussi à affûter ses couteaux. C'est vraiment très pratique. Là, on va commencer les samoussas. Donc on a déjà commencé à préparer la farce avec du fromage, des légumes, des carottes, des oignons verts. Et là, c'est la pâte. Si on est droitier, on va partir à la droite. Si on est gaucher, tout simplement à la gauche. Non plus. On va faire un premier angle droit. Donc je vais prendre ça comme ça et je vais ramener ici. Donc angle droit. Je vais m'aligner tout simplement. Si ça déborde, c'est pas grave. On rattrapera, tapote un petit peu. Ce que je vais faire, je vais rabattre à l'opposé tout simplement. Donc je vais reprendre ce côté-là ici et je vais ramener l'autre côté comme ça. Et ce que je vais faire ensuite, logiquement, la même chose. Je vais rabattre de l'autre côté aussi.
Et ainsi de suite. Je rabats de l'autre côté. Maintenant, Bien dedans. tu vas ouvrir cette poche-là et tu vas rabattre ça dedans. Voilà, comme ça maintenant. Et t'as encore la place pour refaire. N'hésite pas à enfoncer, c'est Et pas voilà, grave. et là, tu mets dans la poche. C'est vraiment C'est bon. peut-être mieux que ça n'a pas. Oui, c'est mieux. C'est trop bon. Exactement, c'est le même alcool, mais sauf que là-bas, Ouais. il a été retravaillé dans de l'ananas Victoria. Ah ouais. Et à la Réunion, on boit comme ça? Alors, comme ça, c'est les alcoolos, hein. Ouais. Ah oui. Ça, c'est les alcoolos qui envoient un dialogue. Non. Nous, prend le tranquille. temps. Tranquillement. Tu dégustes. Oui, oui, ok. Tu as les arômes qui arrivent et tout et Ouais. tout. Voilà. Et ce que j'aime bien ici, c'est que quand on boit de l'alcool comme ça, c'est familial. Oui. Par exemple, en métropole, ça va être souvent avec les amis. Alors qu'ici, c'est vraiment avec les oncles, les tantes, et c'est vraiment un moment. Un où- moment de partage familial. Bon appétit. Notre région Juste pour a expliquer vite fait ce qu'il y a. Il y a est pas rougail connue pour, morue, pour ça. avec Pour les saucisse gens, bringelle. à ma région, du aime riz, et dedans, il y a du maïs. C'est ce plat. Et avec, il y a des petits rougail Ouais. tomates et rougail de coco. Ça, c'est trop bon. Je me suis Muscade. resservie. Deuxième fois. J'ai Muscade. plus faim, Oui. moi, c'est vraiment de la gourmandise. parce Oui. que c'est trop. Et c'est ça. Et Tout pas, est bon. Pas de fromage. pas de fromage, non? Update, il est 14h44. On a fini de manger. Je me suis resservie 2 fois. Tout était bon. Tout était vraiment trop bon. Et là, on est dans la phase où déjà j'ai trop mangé. On est en mode digestion. Et il reste encore le dessert parce qu'on a fait un gâteau patate. Donc je pense qu'on va laisser le temps. Et c'est cool parce qu'en fait, on prend le temps de parler, discuter, d'apprendre à se connaître, de parler de tout et de rien, de la culture. Et ça, c'est vraiment cool. Avant de finir cette journée sur un magnifique dessert qu'on a fait tous ensemble. Là, c'est notre gâteau patate. On repart avec notre rhum arrangé, ananas, rhum, 2 piments et un tout petit peu de citron. Plaza, ta météo,